Voici le sommaire de votre magazine La Totale dimanche. Combat contre la pandémie de Covid-19, le relâchement saute davantage aux yeux après la levée de l'état d'urgence. Reportage à suivre. Coin écho, le secteur des télécommunications, résilience et résistance à l'épreuve de la crise. La relance économique passera-t-elle par les télécoms? Mamadou Ndiaye s'entretiendra avec Amadou Manel Fall, coordonnateur du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Bouillon Culture, Ibou et sa calebasse, l'artiste s'en sépare jamais, un mariage d'amour mais aussi et surtout de raison. Ici, la calebasse est un instrument de musique qui lui permet de faire le tour du monde. Ailleurs à une célèbre et mythique école qui a fait la fierté de Kolda à cause de son label d'excellence qui se conjugue de plus en plus au passé. Amadou Michel Diop, un mythe qui s'effondre. Du côté du Fouladou, l'on s'organise pour sauver l'établissement. Le diplomate ce soir, Mohamedou Diop, économiste, ancien directeur de banque au Sénégal et consultant il y a quelques années de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Il nous fera l'analyse des accusations contre le patron de la BAD, le Nigérian Adesina, de la candidature de sa compatriote Madame Ngozi à la direction générale de l'OMC et de la relation Europe-Afrique. Une gérante d'un restaurant-bar se prononce dans Tranche de vie. Véronique Lydia a du mal à boucler ses fins de mois avec la crise du coronavirus. Et puis les insectes dans le monde animalier, on a tendance à les chasser et pourtant ils sont parfois très utiles. Kessendour nous en parle ce soir. Bienvenue. Qui parlait de relâchement? Les barrières semblent avoir sauté au Sénégal depuis le 30 juin, date de la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence. Le geste le mieux partagé au Sénégal est d'apprendre à vivre avec le virus, avec les conséquences qu'on peut imaginer. C'est un reportage sans gants, pour ne pas dire sans barrière, d'Awa Diop avec Sidignan pour les images. Plus de cache-nez ou des masques mal portés, rassemblements à tout va. Voilà comment les Sénégalais vivent le déconfinement. Des failles dans la lutte contre la propagation du virus que ce Sénégalais digère mal. C'est un réel problème parce qu'on ne peut pas concevoir en ce moment même où le monde est confiné, où le monde se bat contre cette maladie, créer des stratégies. Nous, on est là, on déconfine tout le monde peut circuler, les élèves, tout. On ne comprend rien. D'abord, avant même, on ne respectait pas les gestes barrières. Nous tous, nous le constatons. Erreur de communication, irresponsabilité des uns et des autres. Ce fonctionnaire à la retraite explique la situation par le déni de la maladie qui persiste. C'est une erreur monumentale. Et moi, j'y crois à la maladie parce que déjà, j'en ai quelqu'un qui est tombé malade. Là où vous venez d'entendre, quand j'ai discuté avec lui au téléphone. Mais soi-disant que ça n'atteint pas les jeunes, c'est une erreur. Alors, les 3/4 des jeunes font leur masque à la gorge. Les vieux, complètement. Les moins jeunes sous le nez. Alors donc, or que cette maladie-là, ça existe. Malgré tout, les bonnes habitudes acquises pendant cette période, M. Ndiaye compte les préserver. Tout ce qu'on dit, ils pensent que c'est de la politique ou des trucs comme ça. Or que ce n'est pas ça. Il ne faut pas y penser comme ça. Il faut y aller avec la réalité. Puisque si c'était le Sénégal simplement qui a eu cette maladie-là, là j'aurais compris que c'est de la politique. Mais c'est le monde entier. C'est le monde entier. Donc il faut respecter ça à la lettre. La maladie existe et ça tue. Et ça s'augmente de jour en jour. Après 3 mois sous état d'urgence, difficile pour certains de résister au retour à la vie active malgré le virus qui continue son envolée. Plus d'une quinzaine de morts en 4 jours. Malgré tout, on assiste à un grand relâchement. Les bonnes habitudes envolées avec la levée de l'état d'urgence.
Les télécommunications dans Coin Éco, un des rares secteurs économiques à avoir été résilient face à la bourrasque de la Covid-19. Une résilience relative, bien entendu, mais résilience quand même. Une question se pose, les télécoms peuvent-ils constituer un puissant levier pour la relance d'une économie sénégalaise déjà en récession? Oumou Kalsoumba nous en dit davantage. La pandémie de coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une récession. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Au Sénégal, certains secteurs sont plus touchés que d'autres. C'est le cas des TIC, notamment des télécommunications, moins impactés comparé au tourisme ou encore au transport aérien. Le secteur du numérique a été effectivement touché comme tous les autres secteurs, mais si on regarde dans la globalité les effets de cette pandémie, on peut se rendre compte quand même que les autres secteurs, notamment la restauration, notamment le tourisme, ont été beaucoup plus impactés. Et effectivement, tous ceux qui ont besoin de physique, d'être rapprochés de leurs clients, ont eu à devoir trouver des alternatives ou à cesser les activités. En revanche, le secteur des technologies, je pense, a su transformer la pandémie en opportunité en fait. Si on regarde par exemple le secteur des fintech qui a vraiment connu une forte progression grâce à cette pandémie malheureusement, mais on peut dire en fait que le fait de pouvoir offrir aux gens une technologie qui permette de remplacer les pièces de monnaie, qui permette de remplacer les interactions physiques, ça a clairement montré au public, aux gens qui étaient encore aujourd'hui réticents à faire ce changement-là, à adopter la technologie. Donc c'est un des exemples qui montre vraiment que voilà, tout ce processus de dématérialisation qui a été entrepris déjà il y a quelques années dans notre pays s'est fortement accéléré grâce à cette pandémie malheureusement. On peut aussi citer le cas de tout ce qui est des livraisons sans contact. Donc c'est un secteur voilà, qui a connu même des entrées de nouveaux acteurs dans cette période, dans ce contexte difficile-là. Et donc certains ont réussi effectivement à tirer leur épingle du jeu et on s'est retrouvé avec des nouveaux acteurs qui avaient envie de transformer voilà, ce problème en opportunité. De nombreux experts s'accordent à dire que le coronavirus est une aubaine pour le secteur des TIC et des télécommunications. Alors, pourquoi ne pas en faire le levier de relance de notre économie ? Aujourd'hui, le numérique qui fait que certains pays, dont le nôtre, ont résisté un peu mieux à la pandémie parce qu'on a réussi à limiter les échanges. Les gens n'ont pas besoin de se voir comme il y a quelques décennies ou comme au siècle dernier, parce qu'on a eu une pandémie de ce type-là. On a forcément eu plus de conséquences parce qu'on avait plus d'échanges physiques. Aujourd'hui, avec le numérique, ce qu'on a permis aux gens de faire et aux commerçants, c'est de permettre aux gens d'acheter et d'avoir un produit qui est acheminé. Donc ça a réduit considérablement le nombre d'échanges. Et ça a aussi permis, ce qui est le plus difficile, je pense, lorsqu'il y a une innovation, à changer les comportements, à changer les habitudes. Donc aujourd'hui, je suis sûr que vous pouvez voir, que ce soit dans vos entourages ou pour les clients de certaines entreprises, beaucoup de personnes qui étaient totalement réfractaires au changement, qui n'avaient pas envie d'utiliser les services électroniques, de monnaie électronique par exemple, qu'ils ne trouvaient pas forcément habituels. Et donc on s'est retrouvé avec une poussée de personnes qui ont adopté le numérique. Dans la consommation de contenu, effectivement aussi, on peut s'en rendre compte, que ce soit sur les plateformes de streaming comme YouTube par exemple ou Netflix. Voilà, il y a, je pense, beaucoup d'acteurs qui ont réussi à profiter vraiment de cette pandémie comme étant quelque chose qui leur permette de prendre du recul sur leurs activités. Alors, demain, pour les entreprises, ce que ça doit vraiment générer, c'est des possibilités d'innovation, d'innover. Voilà. Lorsqu'on a des entreprises aujourd'hui qui sont très peu formalisées, on peut vraiment se dire qu'on a un potentiel incroyable. Cette croissance dont vous parlez, il faut vraiment qu'elle soit tirée par ces acteurs du numérique-là, et notamment les télécommunications. Moins ça coûtera cher aux gens de se connecter, plus les gens se connecteront, il y aura plus d'échanges. Donc vraiment aider l'écosystème en général en offrant aux gens des possibilités, que ce soit technologiques, pour notamment voilà, permettre l'innovation. Faire des TIC et des télécommunications un moteur de croissance est bien possible. Cela passerait par... Alors avec ce projet de data center aussi, notamment à Diamniadio, honnêtement, on n'est pas à plaindre. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que
l'innovation, l'État, le rôle de l'État et des pouvoirs publics, c'est vraiment d'impulser. L'innovation doit vraiment venir des acteurs. Et donc, je parlais plutôt des universités. Il faut vraiment créer des ponts, des pôles de compétences pour pouvoir vraiment aller chercher ces jeunes-là, qui ont des compétences qui sont récentes, qui sont en train d'apprendre aujourd'hui lors de leur formation. Ces gens-là peuvent venir vraiment insuffler des entreprises qui sont historiques, qui ne sont pas forcément que des startups, et venir proposer des innovations, que ce soit dans le secteur agroalimentaire ou que ce soit dans tout autre secteur, les secteurs de commerce. Voilà, on peut vraiment aider, que ce soit le taximan, que ce soit le chef d'entreprise, avec des outils qui soient concrets, des outils de géolocalisation, des outils de collecte, de paiement, etc., de communication, pour aider ces gens-là à se retrouver dans une situation où cette technologie-là leur permet de gagner du temps et donc de l'argent au final. Le tourisme ou encore les transports aériens sont les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Au Sénégal, les prévisions de croissance sont désormais passées, d'après le président Macky Sall, de 6,8% à 1,1% et même peut-être pire. Alors, pour redémarrer notre machine économique, les TIC, notamment les télécommunications, devraient en être l'accélérateur. Entretien Coin Éco ce soir avec le coordonnateur du Fonds de développement du service universel des télécommunications, FEDESUT, Amadou Manel Fall, face à Mamadou Ndiaye. C'est le début de l'entretien. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Amadou Manel Fall est un acteur des télécoms. Ça, c'est lui est très connu dans les milieux. Alors, on vient de suivre justement cet élément qui s'est fait un round-up justement de la situation. Sans être cynique, peut-on dire que la crise sanitaire a été le printemps des télécoms ? Oui, sans cynisme, on peut le dire. En réalité, nous assistons à une transformation structurelle profonde et certainement très durable de nos économies. Il s'agit d'une nouvelle révolution, une révolution numérique qui fait place du moins à la révolution industrielle. Je pense que la Covid-19 a été un révélateur dans ce sens. Et nous allons donc vers cette transformation dont on a pu voir quelques exemples dans le reportage qui vient de passer. Le slogan et peut-être même la consigne des autorités publiques, c'était de dire aux populations et aux citoyens « restez chez vous ». Effectivement, les populations sont restées chez elles, mais très probablement, les télécommunications sont allées vers ces populations-là. Y avait-il des dispositions, disons, pré-stratégiques qui avaient été prises pour permettre aux Sénégalais, en restant chez eux, de communiquer entre eux, mais en même temps aussi de ne pas être coupés du monde? Oui, je pense qu'ici, l'intervention des acteurs du secteur des télécommunications et en premier lieu les opérateurs est à saluer. On a connu un regain d'activité dans le secteur et il a été certainement très stratégique de la part des opérateurs d'éviter des congestionnements dans le réseau, d'apporter de la connectivité en suffisance là où il y avait une demande réelle. On a vu dans les modes de consommation des usagers, dans leur usage au quotidien de la téléphonie, des transformations ou des habitudes nouvelles s'installer. On peut prendre le cas des étudiants, des élèves dans les écoles. On a vu dans le domaine de la santé beaucoup d'interventions qui, en réalité, fait appel à de la ressource, à de la connectivité. Et de ce point de vue-là, de manière stratégique, je pense que les opérateurs ont quand même eu à déployer des ressources pour faire face à cette demande accrue de connectivité et donc la possibilité tout simplement de donner aux usagers les ressources pour intervenir. Le développement du webinaire, par exemple, dans le prolongement de ce que Mamadou disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Les exemples sont multiples et variés. On a vu des transformations dans le travail. Aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer que dans le monde numérique, le travail va avoir une nouvelle dimension où il va être perçu de manière différente parce qu'aujourd'hui, il est possible effectivement de combiner le travail et la vie quotidienne à la maison, ce qu'on nous a donné à voir le télétravail qui s'est généralisé avec un certain nombre d'outils qui ont fleuri. Et je pense que, oui, on peut le dire sans se tromper et sans être cynique, c'est le printemps des télécommunications et je l'espère que ceci va se faire de manière durable. En tout cas, c'est ce qui nous attend et nos économies africaines en particulier ont intérêt à s'y préparer.
Alors, les Sénégalais ont découvert donc les télécommunications par le biais justement de cette crise. Mais vous, les acteurs des télécoms, comment avez-vous découvert les Sénégalais dans le même mouvement? Mais en fait, il y a des transformations qui sont attendues dans la société quant à l'usage qu'on fait du numérique. Et puis, il y a une autre réalité sous-jacente qui est prônée en tout cas par les pouvoirs publics. Dans les politiques publiques, on le sent, c'est la nécessité d'avoir une inclusion numérique. C'est-à-dire qu'aucune partie de la population ne soit exclue de ce que peut apporter le numérique en termes de développement. Dans le prolongement aussi de l'équité territoriale. Dans le prolongement de l'équité territoriale. Je pense que l'État, en libéralisant le secteur des télécommunications et en mettant une autorité de régulation en place, a bien conscience de ça, parce que derrière également, il y a des logiques économiques pour les acteurs qui aujourd'hui sont les acteurs du privé dans ce secteur des télécommunications. Et l'État ne peut faillir à sa mission quand même de rendre accessible le service des télécommunications aux populations où qu'ils soient. Y avait-il, Manel, un risque qu'il y ait une compétitivité justement sur les prix? Peut-être la qualité du service est encore à améliorer, mais sur les prix, les quatre concurrents, les quatre opérateurs, pouvaient-ils se concurrencer en baissant les prix? Très honnêtement, ce à quoi on a assisté sur le marché, c'est que effectivement beaucoup d'opérateurs ont fait des efforts pour donner soit plus de capacité, plus de bandes passantes ou en tout cas de temps de connexion à leurs usagers sans pour autant augmenter les tarifs. C'était ma question. Voilà, donc en réalité, on assiste à l'effet inverse. Ils n'ont pas eu, ces opérateurs, des marges, je fais dans la provocation, des marges un peu usuraires là? Non, du tout. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que la plupart d'entre eux, en tout cas, ont tout fait pour mettre beaucoup plus de ressources à la disposition des usagers sans pour autant augmenter les tarifs de manière incrémentale. Je veux dire, à partir du moment où vous redimensionnez votre réseau, parce qu'il y a une demande accrue, effectivement, ça nécessite un investissement supplémentaire. Ceci pourrait effectivement se traduire dans les prix. Ici, manifestement, sur le marché, les prix ont quand même été contenus. Alors, restons sur le temps toujours de la provocation, comme l'a dit Mamadou. Est-ce qu'il peut y avoir baisse des prix et amélioration de la qualité justement de service? Oui, ça c'est pas un vœu pieux. Nous estimons que de plus en plus il faut qu'on aille vers ça. En ce qui concerne le service universel où je suis partie prenante aujourd'hui, c'est quand même la volonté des pouvoirs publics aujourd'hui à travers les différents programmes ou stratégies qui sont mis en place par l'État du Sénégal, c'est quand même d'amener le coût des tarifs ou des prestations dans le domaine du secteur des télécommunications abordable pour l'ensemble de nos populations. Donc effectivement, on a pu assister il y a quelques mois à des baisses tarifaires assez importantes, mais je pense que cela va aller crescendo parce que l'usage va se multiplier et face à cet usage multiplié, on peut raisonnablement penser qu'il y aura une démocratisation des tarifs. Quand le téléphone est maintenant accessible à tout le monde, y compris peut-être les paysans des régions les plus reculées, ça montre quand même qu'il y a un processus de démocratisation. Autrement, en accédant effectivement à ces facilités du service des télécoms, ça crée chez l'usager une certaine amélioration de son bien-être. Ce processus-là, puisqu'il a été déclenché justement par un événement inattendu, va-t-il se poursuivre maintenant que les opérateurs sont conscients qu'il y a un potentiel à découvrir et peut-être aussi à exploiter? Oui, en fait, dans le secteur des télécommunications, les opérateurs ont tendance à parler d'ARPU. C'est le revenu moyen par usager, si on veut. Il peut être plus important dans les zones, on va dire, dans nos agglomérations dakaroises et autres, et moins importante dans les zones rurales. Et il y a cette différence de revenus, effectivement, qui fait qu'à un moment donné, le prix moyen de la consommation téléphonique peut être moins important. Mais au-delà, ce qui est important à noter ou à soulever, c'est qu'il faut prendre conscience qu'un dollar aujourd'hui investi dans le secteur de l'économie numérique ou des télécommunications engendre ou génère 2,5 dollars de PNB. N'est-ce pas? Et ça, il est important pour nos économies d'en prendre connaissance. Et au-delà des opérateurs, c'est que la croissance d'une manière générale dans nos pays peut être tirée effectivement par le secteur des télécommunications et l'économie numérique d'une manière générale.
Donc l'âge d'or des télécoms, c'est encore à venir, ou bien c'est ce printemps-là? Non, mais je pense que la révolution industrielle, elle est derrière nous. Aujourd'hui, il faut réellement prendre conscience qu'on fait face à une révolution numérique. Et c'est, à mon avis, le prémisse. Lorsque la question des infrastructures qui est prédominante dans cette activité, elle sera résolue, je pense que l'essor des télécommunications et cette nouvelle industrie naissante va générer non seulement des emplois, mais des revenus et un pouvoir d'achat accru pour nos populations. Oui, question centrale, c'est aussi dans un contexte de crise, en tout cas de récession économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les télécommunications pour relancer l'économie? Très clairement. Je pense que la question de l'emploi qui est centrale dans nos pays peut trouver un écho assez favorable dans le secteur des télécommunications. Parce qu'en fait, cette transformation structurelle de nos économies en économie numérique va créer forcément de nouveaux emplois qui n'existaient pas. Je pense que des exemples sont assez patents. On voit aujourd'hui des gens, je ne voudrais pas citer de marque, mais le phénomène tchak-tchak aujourd'hui, il faut un téléphone pour appeler un tchak-tchak, pour se faire livrer, etc. Donc je pense que c'est des nouveaux métiers. Et il faut, en dehors de ce qu'on peut faire dans les fintech ou dans l'innovation, etc. Oui, dans l'enseignement, je pense que les cours à distance vont se multiplier. Il faut réellement prendre conscience qu'on rentre dans un nouveau monde. En réalité, ce que la Covid-19 nous donne à voir dans le domaine de l'éducation en particulier, c'est que il ne faut pas forcément des bâtiments comme des lycées, des collèges, etc. pour avoir accès à l'enseignement. La salle de classe aujourd'hui, elle est virtualisée. Donc on a accès à ce contenu à travers les outils de communication qui sont mis à notre portée, et probablement que des personnes assez intelligentes pourront tirer profit de cette situation pour mettre à disposition de nos étudiants, de nos élèves, des ressources, du contenu tout simplement numérique, des cours qui pourront être monétisés. En réalité, aujourd'hui, tout ce à quoi on assiste comme service peut demain être monétisé et rentrer de plein pied dans cette économie que nous voulons riche et florissante. Et à cet égard-là, je pense que c'est une opportunité pour les États africains, en tout cas pour rattraper ce gap, ce fossé qu'il y a eu dans le domaine de l'industrialisation que les pays occidentaux ont connu au-delà de l'Afrique. Alors, Manel, vous êtes à la tête justement d'un fonds très peu connu, mais comme les Sénégalais ont un amour insatiable de l'argent, certainement en appelant effectivement que votre fonds est bien doté, bien alimenté, il ferait le pied de grue à votre siège. Mais ce fonds-là, si vous le décortiquez très rapidement, en quoi d'abord il consiste et ensuite quel est son niveau de probabilité de financement? Alors, je veux dire que ce fonds, d'abord, répond à une volonté politique. Le chef de l'État, on l'a entendu plusieurs fois, est intervenu sur la notion d'accès service universel. C'est quelque chose de fondamental. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un fonds de développement du secteur des télécoms, du service universel des télécommunications. Il s'agit tout simplement de combler le gap des opérateurs sur ce qui est la couverture, l'accès et la fourniture de services universels pour l'ensemble de nos populations. Donc, telle est en priorité notre mission. Il ne s'agit pas pour nous, effectivement, de financer des projets tout azimut, mais quand même, pour l'essentiel, d'accompagner l'État dans sa volonté de rendre accessibles aux populations les services de télécommunication d'une manière globale. Vous avez combien de milliards? Ça, c'est la question qu'on nous pose toujours, mais on parle de projection dans la confection et l'élaboration de nos budgets, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, nous sommes dotés à travers un prélèvement sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications hors coût d'interconnexion. C'est beaucoup de milliards, ça. C'est quelques milliards, en effet. Il les décaisse avec beaucoup d'enthousiasme ou bien il pense que vous êtes un empêcheur de gagner un rond? Non, il faut comprendre le mécanisme. En réalité, l'État donne une concession à des opérateurs qui l'exploitent à titre privé et ces concessions sont accordées moyennant des cahiers de charges qu'ils doivent respecter. Lorsqu'ils ne respectent pas les obligations de couverture du territoire et des populations par rapport aux exigences de leur cahier de charges, l'État leur demande d'alimenter le fonds qui se charge en retour d'assurer ce service public pour l'ensemble de nos populations.
Donc nous essayons en effet de contribuer à cela à travers ce fonds. En quelque sorte, vous êtes une sorte de croix de transmission. Vous interconnectez justement les opérateurs avec les populations et vous voyez peut-être là où il y a des déficits et vous les comblez. Nous essayons plutôt de combler des déficits. Évidemment, la logique voudrait aujourd'hui qu'on puisse travailler en symbiose avec les opérateurs pour combler leurs déficits de couverture et des populations ou des territoires en apportant ce qu'il faut en termes d'infrastructure ou de contenu ou d'accès pour les populations. Manel, on s'achemine vers la fin, l'entretien est très intéressant. La 4G et la 5G, on parle de l'une, on semble dire que l'autre c'est une arlésienne. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, devons-nous peut-être passer de la 4G à la 5G, qui n'est pas encore effective dans notre tradition, dans nos services au Sénégal? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que lorsqu'on aborde la question des technologies, il faut toujours se demander pourquoi faire. Oui. La 4G, pourquoi faire? La 5G, pourquoi faire? Aujourd'hui, on sait qu'il y a une appétence, il y a une demande de la part des usagers pour moins de latence dans le temps des communications, pour plus de rapidité, plus de connectivité, etc. Et effectivement, aujourd'hui, nous arrivons à la 4G, qui n'est en fait que la 4e génération de technologie. On a connu la 2G, la 3G, etc. Et demain, dans le futur, probablement, il sera question de 5G, de 6G, et peut-être, pourquoi pas, de 7G. Mais toujours est-il, pourquoi faire? Certains pays sont déjà dans l'ère de la 5G. Oui, bien entendu. Tout à fait. Peut-être que les ressources nécessaires pour le développement de leur économie ou l'usage de leur population font qu'aujourd'hui, ils ont peut-être atteint un certain niveau de saturation sur la 4G et qu'ils ont besoin peut-être de technologies plus performantes. J'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque nous avons plus de 17 000 zones blanches dans le pays, quand je parle de zones blanches, c'est-à-dire des zones où, à l'intérieur du territoire sénégalais, vous n'avez ni accès à la 2G ni à la 3G, parler de 5G est peut-être un peu compliqué. Voilà. Absolument. Peut-être on va terminer par là, Mamoudou. Nous sommes 14 à 15 millions de Sénégalais. En termes de marché, c'est une taille très faible. Mais la conséquence voudrait sans doute peut-être qu'on dégage un champion des télécoms qui pourrait attaquer sans doute le marché de l'Ouest africain. Et peut-être même plus tard Guinée, la zone du continent, parce qu'il y a les Éthiopiens, il y a les Kenyans, qui sont eux des champions justement dans leur sphère régionale. Avez-vous idée justement d'un profil de champion qu'on pourrait peut-être dégager dans les années à venir? Oui, il y en a plein. Plein. C'est l'occasion pour moi pour saluer une initiative qui a eu lieu dans le secteur privé. C'est l'initiative Dan Covid, où le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique, avec à sa tête Mme Neiti Kendiaye et Antoine Ngom, le président d'Optique, ont eu à rassembler autour de cette initiative plus de 450 ou 500 experts ou entreprises du secteur qui ont eu à mettre à la disposition de l'État sénégalais pour faire face à la situation pandémique d'outils numériques qui aujourd'hui sont utilisés au quotidien dans nos structures sanitaires, dans l'éducation, dans le domaine de la santé, etc. Donc effectivement, il ne faut pas voir le champion uniquement en termes d'infrastructures et d'opérateurs. Il y a la surcouche de services qui est extrêmement importante. On voit par exemple dans la pandémie qu'on parle moins des opérateurs avec leur infrastructure, leur réseau, que d'applicatifs ou d'applications telles que Zoom qu'on a eu à utiliser, etc., qui ont le vent en poupe. Et en termes d'innovation et de développement sur ces technologies-là, ces outils, ces plateformes, etc., je pense que nous avons toutes les capacités aujourd'hui au niveau de notre pays, à travers des personnes éminemment qualifiées, pour avoir des champions nationaux et sous-régionaux, voire mondiaux. Justement, est-ce que parmi ces génies, il y en a un ou deux aujourd'hui qui peuvent créer quelque chose pour le monde? Oui, en fait, vous parlez de Zoom, ou on peut parler d'autres exemples, mais ce n'est pas des Sénégalais qui l'ont créé. Non, mais honnêtement, nous n'avons pas à rougir de ce point de vue. Il existe énormément d'entreprises, sénégalaises qu'on retrouve pour l'essentiel dans Optique, qui est l'organisation professionnelle des TIC, qui aujourd'hui exportent leur savoir-faire. Je vais donner un exemple, puisque vous m'y invitez. On connaît tous l'expérience Gaindé.
qui aujourd'hui s'exportent au-delà de nos frontières. Absolument. Et des exemples comme ça, avec des entrepreneurs sénégalais ou des initiatives sénégalaises, on en connaît quand même quelques-uns dans la sous-région et au niveau national. Alors, vous êtes un acteur de la télévision, vous y êtes très même dynamique, mais on ne peut pas ne pas rencontrer Manel et ne pas poser une question liée effectivement à la fin de l'analogique et au démarrage effectif pour l'ensemble des opérateurs, n'est-ce pas, du service télévisé de la TNT. Certains même en sont plus ou moins un peu victimes, alors qu'ils auraient pu démarrer avec justement l'analogique et jusqu'à ce que peut-être le deadline puisse s'opérer. Suivez mon regard. Oui, non, mais en fait, là également, c'est un raccourci par rapport au sujet que nous venons d'aborder. Oui, il y a une transformation entre un monde ancien et un nouveau. L'analogique, pour ce qui était la télévision, et la télévision numérique, qu'on appelle aujourd'hui la TNT, voilà, c'est des transformations structurelles. Mais je pense que, si je ne m'abuse, le chef de l'État est intervenu au moins 6 ou 7 fois cette année sur la question de la TNT pour dire l'importance que revêt ce secteur aux yeux des pouvoirs publics pour le basculement. Et j'en profite pour dire, en tout cas pour ce qui est du FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécommunications, nous avons eu à accompagner le secteur de l'audiovisuel dans le cadre de la transformation en investissant 3 milliards dans l'acquisition de décodeurs ainsi que des bouquets et l'installation offerts aux populations les plus démunies de notre pays pour leur permettre effectivement d'accès à la TNT. Et je pense que nous continuerons à accompagner le secteur de l'audiovisuel tel que ça a été formulé. Manel Fall, merci. Merci à vous. Nous avons passé un bon quart d'heure justement sur cette télécommunication. Mamoudou, merci aussi. Merci Mamoudou Ndiaye, merci à Amadou Manel Fall, coordonnateur du FEDESUD, qui était venu nous parler du secteur des télécommunications, un secteur très résilient et qui pourrait peut-être nous permettre de relancer cette économie sénégalaise très mal en point. C'est le cas de le dire. La suite de la Total, dimanche. Ibou, Calebasse. Quand on dit Ibou, on dit Calebasse. Les deux sont devenus inséparables. Ibou est un musicien. Regardez ce reportage de Boubacar Dieng et Barasso. Ibrahim Ndir a fait de ce fruit son instrument de musique. Ibou Calebasse, de son nom d'artiste, fait des merveilles avec ses calebasses. Pour beaucoup de gens, c'est juste un fruit. À mes yeux, c'est un instrument de musique comme la guitare. C'est pourquoi je valorise la calebasse pour qu'elle ait la même place que les autres instruments de musique. Depuis ses débuts en 1996, il joue avec 2 calebasses, un choix qui n'est pas fortuit. Il y a 2 sortes de calebassiers. Il y a une espèce qui est comme une plante, l'autre évolue par terre. La calebasse cueillie de la plante, qui est par terre, je l'utilise comme grosse caisse. Je le place toujours à ma droite. L'autre calebasse, je l'utilise pour avoir une sonorité tom basse. En bref, c'est une grosse caisse et un tom basse. sonorité tom basse, c'est-à-dire grosse caisse avec tom basse, et non la sujet Bougarabou avec toutes les formes de... Ibou voyage partout dans le monde avec ses calebasses. D'ailleurs, il a récemment reçu des distinctions. Je suis allé dans plusieurs pays. J'étais à Dubaï au mois de décembre. Le roi m'a même décoré 2 fois. Il a aussi décoré mes musiciens. Et donc, dans mon à Dubaï, qui m'a donné des spectacles, qui m'a donné des le roi a décoré, je décoré mes musiciens. Aujourd'hui, Ibou Calebasse a formé un groupe avec des instruments traditionnels, Ni Sédélé, ou encore ceux qui partagent en langue française. D'ailleurs, il nous a gratifié de quelques sonorités en solo.
Ibou Calebasse, décoré par des rois pour sa calebasse, il est devenu roi, c'est aussi simple que ça. Oui. Bouillon Culture, c'est l'affaire ce soir de Boubacar Dien. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Mahmoud. Pourquoi Ibou Calebasse? Ibou Calebasse, c'est un nom qui lui a été donné par Feu Habib Faye du groupe Super Étoile. Donc un jour, quand il a fini de jouer, Habib s'est rapproché de lui et lui a demandé quel était ton nom. Donc Ibou lui a répondu Ibrahima Ndir. Il a dit désormais c'est Ibou Calebasse mais plus Ibrahima Ndir. Et oui, quand c'est Habib Faye, maestro, qui le dit, il faut le croire. Bien sûr. Une pensée pieuse pour lui. Et Ibou a formé son groupe, mais est-ce que sa musique est utilisée dans le cinéma, par exemple? Effectivement, parce qu'il a participé avec Baba Mal dans ce film très célèbre connu par tout le monde qui est Black Panther. Donc il y a participé. Il a aussi participé dans le film de Ibou Touré qui est La Pirogue. Donc il y a participé et dans bien d'autres films donc, qui ne sont pas encore diffusés. On peut dire que son palmarès est assez riche en expérience et il a bien joué donc, son rôle de percussionniste. Donc on peut dire que la calebasse africaine a de multiples visages. On pensait ou usages. Oui, multiples usages parce que déjà il l'utilise comme instrument de musique. Chez nous, peut-être chez les Sérères, donc on peut l'utiliser pour manger du couscous. Ah, je m'y attendais là. Chez les Pulaars, donc c'est pour le lait. Maintenant, on peut aussi l'utiliser pour des meubles, donc faire des vases et autres, donc même comme des ustensiles de cuisine. Quand nos chères mamans vont au marché, souvent elles ont une calebasse sur la tête, donc elles vont au marché et reviennent. Donc son usage est un peu multiple et large. Et on a vu aussi les frères Guissé jouer avec la calebasse ou avec Omar Guissé, mais on connaît aussi les bongos là. Bien sûr. C'est avec la calebasse que ça se fait ça? Oui, avec la calebasse, et des scies à métaux donc, que l'on fixe sur la paroi de la calebasse. Donc les gens jouent avec ça et il y a une très bonne musique donc, d'ailleurs qui sort de cette calebasse-là. Et qu'avez-vous retenu finalement de votre rencontre avec Ibou Calebasse? J'ai retenu que... En un mot. Oui, en un mot, c'est un homme qui veut que tous les artistes soient unis, que tout le monde soit un et indivisible au niveau chez les artistes pour que ce combat contre le coronavirus aussi qui est actuellement au Sénégal puisse être mené à bon terme et que le coronavirus puisse être bouté du Sénégal. Il sensibilise avec sa calebasse. Voilà, et la calebasse parle. Oui. Merci Boubacar Dien pour ce bouillon culture. Merci beaucoup. La suite de la totale. Ailleurs A nous amène à Kolda, à la découverte de l'école mythique de cette ville, plutôt un mythe qui s'effondre. Amadou Michel Diop, un établissement qui a perdu sa lettre ou ses lettres de noblesse et qui sombre dans la négligence. Cette école qui a formé beaucoup de hauts cadres du Fouladou a été créée au début du siècle dernier. Je ne vous en dirai pas davantage. Le coup de cœur avec un cœur qui saigne, il faut quand même le dire. D'ailleurs, cette semaine, reportage Seydou Diatta. Derrière ce portail, précisément à l'intérieur des salles de classe, se cachent les raisons qui justifient la frustration et la colère du personnel enseignant ainsi que la direction de l'école Amadou Michel Diop. Pour rappel, cette école est la première école créée dans le département de Kolda. Donc, elle est créée en 1909. Donc, une école centenaire qu'on est en train de regarder tomber dans le délabrement total. L'école-là a formé tellement de grands cadres et qui sont aujourd'hui des cadres politiques, qui sont aujourd'hui des cadres militaires, qui sont aujourd'hui des cadres dans l'enseignement, dans tous les secteurs. Les gens qui sont nantis, qui ont les moyens, sont en train de voir cette école-là tomber en ruine, malheureusement. Autrefois célèbre grâce à ses résultats et performances avec à la clé une longue liste de cadres formés, l'école Amadou Michel Diop est à présent tristement célèbre à cause de son état de dégradation très avancé. Pendant la saison sèche, c'est sous la chaleur, les rayons sur la tête des enfants et des maîtres que les gens travaillent. Quand il pleut, les élèves attendent d'abord qu'on
n'évacue les eaux pour entrer dans les classes. Cette année, avec la situation du corona, c'est compliqué. Toutes les écoles ont respecté les mesures barrières dans les classes. Nous, on ne peut pas respecter ça. Non seulement on n'est pas à 1 mètre, mais les élèves sont à 2 par table parce qu'on ne peut pas occuper les autres classes. Et ces élèves-là aussi, faute de table, s'assoient sur des briques. Parfois, ils tombent, le boubou se déchire, le cahier est mouillé. Tout un tas de problèmes. Depuis plus de 10 ans, l'école vit cette situation inédite. L'établissement enregistre chaque année le balai d'hommes politiques et d'autorités administratives qui repartent avec les mêmes doléances. Mais hélas, aucune réaction. Une fois le gouverneur est venu ici, il n'est plus revenu. Ça fait plus de 5 ans, il n'est plus revenu. Le préfet est venu une fois, lui aussi, lorsqu'on a posé le problème, il n'est plus revenu ici. L'inspecteur était venu, on a posé les mêmes problèmes, on n'a rien vu. C'est la première école de la commune. Il y a une chose qui nous a fait mal. En 2018, dans leur programmation d'activité, ils ont mis réfection de l'école des toitures de Amadou Michel Diop. 2020, ils ont, dans leur situation, ils ont dit que la réfection des toitures de Amadou Michel Diop était programmée et c'est exécutée. Comment la mairie a osé se prendre en flagrant délit de mensonge comme ça? Après constat de terrain, bien entendu, il a été donné de constater que les toitures étaient défectueuses par endroit. Et nous avions également proposé aux partenaires Promoville dans le cadre des aménagements connexes. Mais finalement, cela n'a pas été retenu. Donc, ce qu'il faudrait dire en réalité, que nous n'avons pas un seul instant délaissé l'école Amadou Michel Diop, bien au contraire. De par le passé même, on a eu également l'octroi des machines. Au Fouladou, l'état de l'école Amadou Michel Diop n'est que la face visible de l'iceberg. Beaucoup de classes ne portent pas de nom d'abri provisoire, mais ne présentent aucune différence avec les abris provisoires. Elles sont soit à ciel ouvert à cause des toitures abîmées, soit menacées de ruines. Il nous reste encore 1 minute 30 avant le journal d'Adama Anouche Kaba, 19h45. Quelques informations en provenance du ministère de la Santé avec le bulletin du jour. 133 personnes sont mortes du coronavirus au Sénégal. Ce dimanche, 4 nouveaux décès ont été enregistrés. Selon le dernier bilan de la maladie, sur les 756 tests réalisés, 128 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,93%. Il s'agit de 92 cas contacts, 2 cas importés de l'aéroport Blaise Diagne et 34 issus de la transmission communautaire. Notez aussi que 157 patients ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, 7400 cas ont été déclarés positifs, dont 4870 guéris, 133 décès donc, et 2396 sous traitement. Retenez que vous entendrez tout à l'heure le directeur de la prévention, El Haj Mamadou Ndiaye, dans le journal d'Adama Anouche Kaba. Et puis ce grand rendez-vous qui commence demain, Toc Toc Sénégal et l'Afrique, ce sera avec Boubacar Diallo et toute l'équipe de journalistes, de chroniqueurs. À partir de 6h30, une matinale différente. Rendez-vous est pris donc. Demain, on se réveille au cri du cocorico. On est bien d'accord. 19h45, un petit coucou à la newsroom. Adama Anouche Kaba, bonne reprise. Vous êtes bien reposé, Merci beaucoup, Mamadou. Bonsoir Oui. donc et bon journal. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci beaucoup d'être fidèle à notre programme Le Journal. Et c'est parti pour un quart d'heure d'information. Moustapha Cissé Lo démissionne de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La lettre déjà écrite sera remise demain à 10h au président de l'Assemblée, Moustapha Niasse. Cissé Lo déclare qu'il va désormais se contenter d'être un simple député et un simple membre de l'APR. Écoutez. J'ai fini de rédiger la lettre de démission
que je transmettrai à 10h demain au président de l'Assemblée, Moustapha Niasse. Pourquoi? Moustapha Niasse est un ennemi de la démocratie, de l'état de droit, et moi je suis un combattant infatigable. Je vais monter un mouvement. Ça sera appelé le Rassemblement pour la renaissance africaine, pour la restauration des valeurs, la justice, la démocratie et la transparence. Ça ne sera pas un mouvement politique parce que je ne brigue plus de mandat, ni de député, ni de ministre, ni de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais rester libre. Je soutiens Macky Sall, je suis avec lui. Il ne faut pas que jamais les gens disent que oui, il avait dit si. Je suis membre de la paix, membre fondateur, je resterai à côté de Macky Sall pour surveiller tous ceux qui détournent l'argent. Je vais les dénoncer. Il y a des ministres que je commencerai à dénoncer depuis dès demain parce que j'aurai à faire une conférence de presse dans le hall de l'Assemblée après avoir remis ma lettre de démission à Moustapha. Et Moustapha Cissé Lo fait l'objet d'une plainte pour diffamation. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aimé Rouning, a décidé de poursuivre Cissé Lo pour avoir sali l'image de son épouse. L'avocat de la famille Ning, maître Antoine Meng, joint tout à l'heure par Boubacar Dia. J'ai reçu le mandat de mon client, monsieur l'honorable député Aimé Rouning, pour initier une procédure contre monsieur Moustapha Cissé Lo pour diffamation, dans la mesure où je pense que vous avez pu remarquer, en tout cas dans la presse en ligne de ces jours-ci, une vidéo qui circule avec des insanités intolérables pour quelqu'un de la personnalité de Moustapha Cissé Lo, qui est la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui fut déjà ancien président d'une institution communautaire. Je pense que c'est pour cette raison. Et les propos sont tellement mensongers que M. Aimé Rouning a décidé de porter plainte et m'a mandaté pour ce faire. Nous envisageons donc, au regard de ce que Moustapha Cissé Lo a eu à dire, insinuant que l'épouse de M. Aimé Rouning a reçu 40 tonnes de riz. Donc ça, il faut qu'il rapporte les preuves de ces allégations. C'est pour cette raison que j'ai reçu cette mission-là. Nous allons commencer par lui servir une formation interpellative, d'avoir à confirmer les propos, et ensuite le reste, la justice sera saisie. Quand comptez-vous déposer cette plainte? Mais dans l'immédiat, on est dimanche aujourd'hui, on serait au jour ouvrable. Je pense que l'huissier serait déjà chez lui pour procéder à la formation interpellative, et la citation directe en diffamation, nous la ferons de suite. Donc il n'y a pas à attendre, c'est que seulement qu'on n'est pas au jour ouvrable. Le foncier, objet de toutes les convoitises, sujet de discorde, mais source de tension. La question au menu du jury du dimanche. Thierno Alassane Sall dénonce un plan de saccage national du territoire. Des litiges ou dans ces litiges fonciers qui se suivent en rafale actuellement. L'ancien ministre de l'Énergie indexe la responsabilité de l'État du Sénégal et des maires. Plus de précisions avec Cheikh Hassan Fall. Les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Et qu'en l'occurrence, le bilan de Macky Sall est extrêmement sombre. Voilà comment l'ancien proche collaborateur du chef de l'État voit le bilan de son ancien compagnon. Un bilan pour lui négatif au vu des polémiques et scandales qui secouent le pays selon lui. Prenons les exemples du littoral et du foncier. Toutefois, Thierno Alassane Sall estime que ces scandales risquent de ne jamais être jugés car pour lui, les magistrats et hommes de loi ont dévié de leur mission. La destruction du littoral, on parle par exemple des cités qu'on va donner à des magistrats. Chaque fois qu'on coupe quelque chose dans ce pays, on dit on sert les magistrats. Vous pensez que ça, du point de vue de la déontologie et de l'éthique, ça leur permet après d'être indépendants vis-à-vis du système et de juger de ce qui se passe. Ce qui est regrettable sur le foncier, il n'y a pas de plan d'aménagement national du territoire, il y a un plan de saccage national du territoire. Concernant l'autre sujet à polémique, Sénélec et Akilé, l'ingénieur et ancien ministre de l'Énergie, pense que le président doit tout simplement annuler le contrat et même envisager des poursuites judiciaires. Le contrat doit être annulé et je dois dire que le président, qui est certainement au début et à la fin de l'affaire, parce que rien ne se passe à la Sénélec sans à réunir les partis,
pour des genres d'arrangements à la ArcelorMittal. C'est-à-dire que chacun va y gagner un peu. Alors que quand les conditions de négociation du contrat sont réputées illégales, le contrat est réputé nul et de nul effet. Et on saurait être d'accord qu'Akile puisse y tirer une quelconque subside pour avoir violé la loi et envisager même des poursuites. Après 4 mois de lutte contre le coronavirus, le Sénégal compte à ce jour 133 décès liés à la Covid-19 pour plus de 7000 cas positifs déclarés. Des stats qui font dire aux leaders de la République des valeurs que la gestion de la pandémie est un échec. Cher Hassan Fall, parlons toujours de terre à Beut, Sénégal, localité située à Diamniadio. Les cultivateurs ont reçu 180 hectares et cette zone n'était jusque-là pas valorisée malgré les récoltes exceptionnelles réalisées par les maraîchers. Le maire de Diamniadio leur a d'ailleurs rendu visite. Le compte-rendu est signé Babacar Seck. Malgré un problème d'eau, les maraîchers du périmètre Baobab à Beut, Sénégal, dans la commune de Diamniadio, ont réalisé une production record de tomates. Surtout de l'eau, on a surtout ce problème-là qui nous pose ce problème. Voilà. Mais aussi l'État nous aide, le président de la République nous aide à subventionner ce problème. Vraiment, on peut faire plus que ça qu'on fait. Actuellement, cette année, l'année passée, on a fait 600 tonnes d'oignons. Actuellement, nous sommes à 12 hectares de tomates bien faits. Vous avez vu ça sur le terrain. Et si l'État nous aide, on peut faire plus. 200 hectares ont été mis à la disposition des cultivateurs de Beut, Sénégal, mais seuls 20 sont exploités faute de moyens. Pourtant, des infrastructures existent, selon le maire de Diamniadio en visite à Beut. Aujourd'hui, il y a des forages qui sont réhabilités, il y a un réseau, mais on se pose des questions. Pourquoi cette eau-là ne peut pas être, en tout cas, mise à la disposition, en tout cas, des agriculteurs qui sont sur le terrain. Donc c'est un grand point d'interrogation. Le maire de Diamniadio va porter le plaidoyer pour la préservation de ces terres à vocation agricole. Donc cette terre-là ne doit pas laisser, en tout cas, à la merci des spéculateurs fonciers qui commencent à brader ce patrimoine. En tout cas, je lance un appel à tous les autorités, au président de la République. Je profite de cette opportunité pour qu'il soit encore informé et sensible à cette situation. Les cultivateurs de Beut, Sénégal demandent à l'État de prendre le relais de Safina Filfili qui a mis à leur disposition l'eau qui a permis la réalisation de ces résultats exceptionnels avec peu de moyens. Dimanche 7 septembre à Yoff, les habitants se sont mobilisés pour embellir leur quartier et je vous propose d'écouter le président de Frey-Yoff, Ousmane Meng. Nous nous rendons compte que c'est un quartier très organisé, ces jeunes sont très dynamiques et nous les donnons en exemple à l'ensemble des autres quartiers. Il y a 2 ou 3 quartiers comme eux très organisés, malheureusement il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout organisés et nous donnons leur exemple à ces quartiers-là. La vie en communauté ne peut fonctionner que si les populations des quartiers prennent en charge leur propre organisation, leur propre vie. On ne peut pas s'attendre à ce que l'État ou même la municipalité puisse faire certaines choses pour nous. Les problèmes de salubrité, les problèmes de sécurité, l'organisation interne des quartiers ne peut être organisée, ne peut être prise en charge que par les quartiers eux-mêmes. Sinon, c'est l'anarchie, c'est l'insécurité, c'est les mauvaises valeurs, le dévoiement des jeunes et tout ça. Une bonne organisation des jeunes peut aider à y mettre fin sous la férule du chef de quartier et sous la férule de l'imam. Ce village, enfin ce quartier, comme j'ai dit, est un modèle dans ce sens-là. Il faudrait que dans les maisons, qu'on prenne conscience de la pandémie que l'on vit, des mesures à prendre pour éviter qu'il y ait cette propagation continue. Au-delà de ces mesures dans les maisons, il faut prendre en compte les jeunes. Parce que c'est eux qui sortent, qui vont de maison en maison et qui sont des vecteurs du virus. Quand on dit que les jeunes en général ne sont pas trop fatigués par le virus, mais malheureusement c'est des vecteurs et quand ils reviennent à la maison, ils contaminent les personnes âgées. Et ces personnes âgées sont très vulnérables. Et donc il faut faire en sorte que les jeunes ne sortent pas trop.
Une autre note environnement dans ce journal. Des associations pour le développement durable ont mené une opération de nettoiement de la baie de Han ce dimanche. Cette plage, l'une des plus belles du monde, est dégradée ou s'est dégradée au fil des ans. Le littoral est fortement pollué par des tonnes de déchets et des eaux usées. Moustapha Gabar Diop et Cherougaï, reportage. Le contraste est saisissant sur ces images prises à quelques semaines d'intervalle. La baie de Han respire en ce dimanche matin grâce aux associations qui l'ont nettoyée. Elles ont également installé un dégrayeur sur le canal pour diminuer les déchets qui se déversent sur la plage. Nous avons installé à l'intérieur un dégrayeur. Un dégrayeur, c'est un système mécanique simple qui retient les déchets solides et qui permet à l'eau d'aller directement en mer. On a recuré le canal dans la semaine. On a installé un dégrayeur, donc nous avons enrayé la plus grande source de pollution de déchets solides. C'est une participation populaire. Donc c'est exemplaire. Parce qu'aussi bien à Soumbédioune, qu'à Rufisque, qu'à Bargny, à Ngor, partout où nous avons des canaux à ciel ouvert, on peut installer des dégrayeurs qui vont empêcher les ordures d'aller directement en mer. Leurs efforts devraient bientôt être renforcés par le plan de dépollution de la baie de Han, d'un montant de 79 milliards de francs CFA. Quand on parle de dépollution, c'est de mettre un terme à toutes les sources de pollution. Vous savez que plusieurs décanteurs se déversent sur cette baie de Han et régulièrement sans aucun traitement en amont, ce qui n'est pas acceptable. Tous ces pneus et autres que vous voyez ici ne sont pas l'œuvre de pêcheurs et autres, c'est des pneus qui leur viennent par exemple du canal que vous avez visité tout à l'heure. Donc c'est un travail de dépollution, d'aménagement et un peu de tous les travaux nécessaires pour préserver la baie, la mer, mais également tout ce qui est à côté. Pour les associations, le plan de dépollution doit être accompagné d'un projet de traitement des déchets. Nous voulons que le gouvernement, à côté du programme de dépollution de la baie de Han, qui est un programme d'assainissement, adopte un programme de gestion des déchets solides pour rendre cette plage fréquentable. Parce que autant les eaux sont dégradées à cause du nombre de mètres cubes d'eau usée qu'on reçoit journalièrement, mais nous avons énormément de déchets. Donc il faut un programme qui complète ce programme de gestion des eaux usées. Riverains et acteurs de la société civile espèrent que cette opération ne sera pas un autre Set-Setal de plus sans lendemain, mais qu'elle permettra de marquer les esprits et incitera plus de gens à contribuer à la préservation du littoral. Et dans le reste de l'actualité, encore des morts liés au coronavirus, 4 autres ce dimanche, ce qui porte à 133 le nombre actuel de décès au Sénégal. Le ministère de la Santé a également parlé ce matin de 128 nouvelles contaminations. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 756 tests réalisés, 128 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne, 34 cas issus de la transmission communautaire est réparti comme suit. Guédiawaye en a 3, Mbao 3, Pikine 3, Mamel 2, Mariste 2, Dieuppeul 1, Rufisque 2, Almadies 1, Cité Comico 1, Cité Keur Gorgui 1, Fatick 1, Guinguinéo 1, Kaffrine 1, Khombol 1, Liberté 2 1, Liberté 6 1, Médina 1, Mékhé 1, Mermoz 1, Parcelles Assainies 1, Plateau 1, Thiès 1, Scat Urbam 1 et Touba 1. 157 patients hospitalisés ont été
contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce samedi 4 juillet 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans quelques instants. La suite de la totale avec Mamadou Imrakan. Mamadou, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup, Adama, et excellente soirée. Merci. La suite de la totale dimanche avec le diplomate de ce soir. Il s'appelle Mohamed Diop, économiste, ancien directeur de banque, ancien consultant à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Bonsoir, Monsieur Diop. Oui, bonsoir. Vous êtes écrivain aussi. Vous avez écrit un livre sur le CFA, des CFA et des banques, de la Banque du Sénégal à la BIA au Sénégal, paru aux éditions L'Harmattan. Mais notre sujet, d'abord, c'est la Banque africaine de développement avec son patron, Akinwumi Adesina, qui est sur la sellette depuis quelque temps. Il est accusé de favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, particulièrement de compatriotes nigérians, d'avoir promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraude ou de corruption, ou encore de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ sans les sanctionner. Êtes-vous surpris par ces accusations contre Adesina? Écoutez, il faut nuancer les choses. Ce que l'on reproche à M. Adesina a été reproché à d'autres dirigeants d'institutions du même genre que la BAD. On se souvient des cas de Dominique Strauss-Kahn. Bon, je passe rapidement dessus parce que pour lui, il avait une liaison avec une collègue alors qu'il était marié, donc une affaire d'adultère. Et en somme, dans tous ces cas-là, c'est des questions d'éthique et de comportement et de respect de règles d'éthique dans ces institutions-là. Mais est-ce que ces accusations sont fantaisistes, à votre avis? Écoutez, à mon avis, de par mon expérience, elles ne sont pas toutes fantaisistes, dans la mesure où on a déjà vu des cas pareils dans d'autres cas. Par exemple, M. Wolfowitz, qui en 2007 était président de la Banque mondiale, avait été épinglé parce qu'il avait fait recruter sa compagne, il n'était pas marié avec elle, il l'avait fait recruter et s'est arrangé pour qu'elle monte en grade très rapidement jusqu'à être à un rang de vice-président avec un salaire de 200 000 $ par an. Et lorsque cette affaire a ébruité, le comité d'éthique du Conseil de la Banque mondiale s'en est saisi. Ils ont fait une enquête et ils ont demandé à M. Wolfowitz qu'il a violé les règles de bonne conduite et d'éthique de la banque et on lui a demandé de démissionner. Et il est parti. Au bout de 2 ans seulement. Toute proportion gardée, c'est ce qu'on semble reprocher à Adesina aujourd'hui, quand on dit qu'il a accordé des faveurs. Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qui est grave, bon, je reviens sur les antécédents. Vous savez ce que l'on reproche à M. Adesina? Ça s'est vu, bon, certains aspects, ça s'est vu avec Taberuka. Moi, quand j'étais là-bas, l'année où je suis parti là-bas comme consultant d'un gouvernement européen pour faire une évaluation ex post de l'utilisation du Fonds africain de développement, eh bien, les gens me disaient que M. Kaberuka était entouré entièrement de ressortissants Tutsis venant du Rwanda et du Burundi.
et que M. Kaberuka était très autoritaire, etc. Alors, il y a donc... Mais avant Kaberuka, il y a eu aussi le Sénégalais Babacar Ndiaye. Est-ce que ces accusations-là, puisque vous semblez dire qu'elles ne sont pas nouvelles, elles ont été portées contre Kaberuka, est-ce qu'elles avaient été portées contre Babacar Ndiaye, par exemple? Paix à son âme. Aujourd'hui, on parle d'un mort. Bon, écoutez, ce qui s'était passé à la base, c'est qu'il y a eu des actes de corruption au niveau des missions résidentes, de plusieurs missions résidentes. Vous savez, dans les missions résidentes, on a un statut diplomatique, on a des exonérations sur nos biens, les voitures, les meubles, etc. Mais en vérité, en fait, ces exonérations-là sont bien limitées et bien focalisées uniquement pour ce qui concerne ce dont vous avez besoin dans l'exercice de vos fonctions. Apparemment, à l'époque de notre compatriote, et à son insu, certains représentants résidents ont utilisé ces facilités pour faire du trafic, pour faire du commerce illicite, etc. Et quand ça s'est su, en fait, il y a eu une enquête et pratiquement, moi je me souviens que pendant 5 ans, toutes les missions résidentes de la BAD avaient été fermées. Elles n'ont été réouvertes que par la suite quand Kaberuka et les successeurs de Babacar Ndiaye sont venus. Maintenant, en ce qui concerne M. Adesina... Oui, qui plaide non coupable, hein? Il plaide non coupable. Il clame son innocence. Oui. Voilà, il clame son innocence. Mais le fait est que les lanceurs d'alerte ont des chiffres très précis, des dates très précises, et que donc la nouvelle commission... Parce que ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que la commission d'audit interne de la BAD a fait une enquête interne et elle a totalement blanchi. Mieux, elle s'est même attaquée, alors ça c'était la grande erreur, elle s'est même attaquée à son président qui était l'administrateur pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est le deuxième investisseur après le Nigeria. Et donc, les États-Unis ont vu rouge, ils ont demandé à ce que l'on mette au panier le rapport de l'audit interne et qu'il y ait, comme l'ont demandé le staff et beaucoup d'autres personnes, qu'il y ait une enquête totalement indépendante. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas de la BAD. Vous avez Mary Robinson. Oui, qui est dirigée par l'ancienne présidente irlandaise, Mary Robinson. Irlandaise, c'est Mary Robinson. Elle est épaulée par 2 personnalités africaines qui sont très propres, en tout cas selon leur CV et selon leur réputation. Alors, cette affaire-là, en fait, a eu également des répercussions politiques. Parce que ce qui s'est passé, c'est que M. Adesina, par rapport aux autres exemples que j'ai cités, il est allé beaucoup plus loin. D'abord, extrêmement autoritaire. Moi, j'ai eu des amis, des collègues de la Banque mondiale qui avaient été recrutés à la BAD. Il y en a un qui était un collègue à moi, Salomon Assamoah, qui a été viré au bout de 3 ou 4 mois, alors qu'il était vice-président. Il y avait également une dame qui était haut fonctionnaire, vice-présidente de la banque, c'est une Tanzanienne, elle s'appelait Fraute. Je ne prononce pas bien son nom. Elle aussi, elle a claqué la porte. Et il y a un troisième également qui a claqué la porte. Oui. Bon, c'est pas seulement ça. Oui. C'est quoi d'autre? Il y a un aspect géopolitique. C'est-à-dire que M. Adesina, il se comporte un peu comme les présidents américains de la Banque mondiale, qui sont donc aux ordres des États-Unis, qui donnent des directives et des consignes en sous-main pour satisfaire leur propre politique. J'ai eu l'impression, et ça c'est mon point de vue, que M. Adesina estime que le Nigeria, qui a 9% du capital, devrait avoir une voix plus prépondérante en termes de membres au niveau de la hiérarchie supérieure, des vice-présidents, etc., au niveau du staff, etc. Et il a sciemment appliqué une politique de discrimination positive
en faveur du Nigeria. Alors, j'ouvre une parenthèse. Oui, très rapidement, parce qu'il faut qu'on évolue. Oui, très rapidement. Voilà, très rapidement, vous vous rendez compte de ce qui va se passer le jour où il y aura une banque centrale avec des Nigérians à la tête. Ouais, vous faites Donc, allusion à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, surtout avec l'arrivée annoncée de l'ECO. Non, à la future banque centrale de la CEDEAO. Oui, c'est ça, je parle de ça. La Donc, banque, on peut faire un parallèle où il y aura un bras de fer sur les postes, etc. Voilà. Donc, je crois que la commission indépendante va certainement dévoiler des choses pas agréables pour le monsieur. Très bien. Justement, tout à l'heure, vous avez fait un rappel historique des accusations qui sont souvent portées contre les patrons de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une histoire de gros sous, il y a beaucoup d'argent à la BAD, vous y avez travaillé en tant que consultant. Bon, écoutez, la BAD, au départ, était le petit frère de la Banque mondiale. Oui. En fait, la Banque mondiale lui a apporté énormément d'assistance technique. Il y a eu beaucoup de senior staff de la Banque mondiale qui ont été à la BAD, non pas au niveau de la présidence, mais au niveau des vice-présidents et des postes stratégiques. Bon, moi je me souviens que le département où je travaillais, qui était la Russie et l'Asie centrale, nos opérations étaient 2 fois plus importantes que les opérations de la BAD, de toute proportion gardée. Mais progressivement, la BAD a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup d'importance. Et je crois que du côté de la Banque mondiale, le point de vue était que la BAD faisait des choses qui n'étaient pas orthodoxes en termes de ce que les pays occidentaux, comment dirais-je, mettent en exécution au plan des stratégies de développement. Et donc, il y a eu des divergences de vues assez importantes. Et la dernière, en fait, concernait les interventions de la BAD au niveau du Nigeria, parce que vous savez, il y a une politique d'harmonisation entre toutes les institutions régionales de développement et la Banque mondiale, que ce soit la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la BAD, la Banque caribéenne de développement, qui sont toutes en quelque sorte au départ, c'était des satellites de la Banque mondiale. Aujourd'hui, comme on dit en Wolof, dañuy dire mbagg Banque mondiale, c'est-à-dire elles sont devenues des concurrentes. Est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait une crise de jalousie du côté de la Banque mondiale qui ne supporte plus peut-être la BAD? Il y a une divergence de vue stratégique. Il y a une divergence de vue stratégique, bon, c'est assez subtil, mais il y a aussi le fait que tous ces bailleurs de fonds, de même que les bilatéraux, dans leurs interventions dans les pays en voie de développement, c'est la Banque mondiale qui harmonise les points de vue. C'est la Banque mondiale. Alors, dès l'instant qu'il y a un membre qui diverge, qui va appliquer une politique autre ou nouvelle, bon, on ne peut pas reprocher à la BAD d'avoir sa propre politique africaine, sa propre stratégie, mais néanmoins, nous sommes dans un monde globalisé. Il arrive au moment où il faut tenir compte des autres. Voilà. Le monde globalisé avec, on va changer un peu de sujet, monde globalisé avec l'Organisation mondiale du commerce. Une candidature nigériane, c'est l'ancienne ministre des Finances Ngozi Okonjo-Iweala au poste de directeur général de l'OMC avec un soutien de la CEDEAO. A-t-elle des chances? Je ne sais pas si pour un continent africain qui ne pèse pas lourd dans le commerce mondial. Écoutez, Iweala est un poids lourd. Moi, j'ai été son collègue. Nous avions été du même grade. Elle m'a dépassé. Elle est montée dans la hiérarchie jusqu'à être numéro 2 de la Banque mondiale. Tenez-vous bien, numéro 2. C'est une dame extrêmement brillante, une dame très éthique. Et franchement, l'OMC ne peut pas trouver un meilleur directeur général que cette dame. Bon, un poste que l'Afrique n'a jamais occupé. Il y a eu le Burkinabé, si vous permettez, Monsieur Diop, le Burkinabé Ablassé Ouedraogo a été directeur général adjoint de l'OMC, mais jamais un Africain
comme directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que cette fois-ci, vous il pensez est temps. que c'est la bonne? Ah non, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne parce que l'autre candidate, c'est Amina Mohamed, qui est kenyane. Elle est d'origine somalie. Oui. Elle est d'origine somalie. Et il y a également un candidat égyptien. Ils sont donc 3. Mais à mon avis, les pays occidentaux, il y a de fortes chances, au vu du cursus de cette dame. Franchement, son cursus n'a rien de comparable avec ni Amina Mohamed, ni M. Salahuddin ou quelque chose comme ça là. Oui, alors trois candidatures africaines, vous avez bien raison de relever ça, parce que c'est important, mais on voit que Mme Ngozi est soutenue par la CEDEAO. On peut peut-être penser que dans les autres régions africaines, elles seront tentées de soutenir leur candidat ou leur candidate. Est-ce que le fait que l'Afrique ne parle pas d'une seule et même voix peut être un avantage ou un inconvénient? C'est à la fois, c'est un inconvénient, mais à mon avis, je fais confiance à la sagesse africaine. Très bien, je crois que Amina Mohamed a déjà essayé, il y a 4 ans, Amina Mohamed du Kenya, qu'il ne faut pas confondre avec Amina Mohamed, qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies. Elles sont deux, hein. Très bien. Elles sont deux. Très bien. Actuellement, Amina Mohamed du Kenya est ministre de l'Éducation. Oui. Mais je crois que du point de vue cursus, capacité, expérience, elle n'arrive pas à la cheville de Ngozi. Merci, monsieur. Oui, terminez votre phrase. Voilà. Oui, non, je pense que on arrivera à un consensus si on veut prendre le poste et si on veut éviter que, comment dirais-je, quelqu'un de moins compétent soit là-bas. Très bien. Ce qui peut augurer de problèmes futurs. Et l'OMC est une organisation stratégique très importante. Je voulais juste ajouter qu'actuellement, il y a des réunions ACP et OMC sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, où l'OMC est en train de jouer un grand rôle d'arbitre, de conseil pour les États. Très bien, merci. Donc, avoir un Africain à la tête, ce sera très important. Merci, Mohamed Diop. Mohamedou Diop, vous êtes ancien directeur de banque. Vous avez été consultant à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Merci d'avoir été le diplomate de ce soir. On avait prévu de parler de la relation entre l'Europe et l'Afrique, mais ce n'est que partie remise, puisque nous sommes rattrapés par le temps. Notre rubrique Tranche de vie s'intéresse ce dimanche aux propriétaires et gérants des restaurants-bars. Comment vivent-ils la cessation d'activité du fait de la crise sanitaire? Comment parviennent-ils à payer leurs charges sans argent? Oumar Kane et Barasso ont rendu visite à Véronique Lydia. Elle gère un resto-bar à Dakar. Regardez cette tranche de vie. Dans ce bar-restaurant, les activités ont repris, mais timidement. Salon, verre, plats et couverts. Tout est bien nettoyé, mais les clients se font désirer. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est pas ça parce que la clientèle ne revient pas systématiquement. Ils ont encore peur de la pandémie certainement, mais on est là, on essaie de tenir. Et voilà quoi, ça se passe pas réellement bien. L'attente c'est très dur parce que bon, on reste de longues heures. Attendre comme ça, c'est pas évident. Vous voyez, faire des provisions, faire les repas et tout, attendre que ce soit vendu, c'est difficile. Après 3 mois de fermeture, Véronique vient tout juste de rouvrir son resto-bar. Une pilule qu'elle a toujours du mal à faire passer. Parce que déjà, bon, le travail ne marchait pas trop bien avant. On a eu beaucoup de clients qui sont partis au fur et à mesure parce que je pense à cause du Covid aussi, puisqu'on a pas mal d'étrangers qui viennent ici. Donc je pense par rapport à ça, ils ont commencé à partir. Donc on a commencé à le sentir depuis fin décembre, janvier, février déjà. C'était pas ça. Et après, quand on est venu nous dire qu'il fallait fermer, bon, on était obligés, on l'a fait, pratiquement pendant 3 mois.
Donc vous voyez, entre les charges qu'il y avait, celles qui s'accumulent et tout, le personnel, tout ça, c'est catastrophique, hein, mais bon. Les restaurants sont autorisés à rouvrir depuis le 5 juin, mais les bars restent fermés. Une mesure floue dans la tête de Véronique, propriétaire d'un bar-restaurant. On a ouvert, on travaille, mais bon, moi je ne sais pas trop, on n'est pas totalement fixé. On n'est pas totalement fixé. On ne nous dit pas jusqu'à quelle heure il faut fonctionner. On ne nous dit pas ce qu'on a le droit de faire ou pas. Parce que par exemple, nous, le Métis, tous les week-ends, on faisait un peu d'orchestre et tout ça pour changer un peu, faire venir un peu plus de gens et tout pour faire tourner l'activité. Je ne sais pas si on a le droit de le continuer ou pas. Parce qu'à un moment donné, j'avais entendu dire que les concerts étaient annulés et tout. Donc on ne sait pas si on a le droit de faire venir un orchestre ou pas. On ne sait pas jusqu'à quelle heure on peut fonctionner. Voilà, bon, nous, on a une licence qui nous permet de travailler jusqu'à 3 heures du matin. Mais est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est pas clair, en fait, dans nos têtes. On a des familles, on a des gens derrière et tout ça. On a des taxes à payer, des charges à payer. Mais il faut bien qu'on travaille. On ne peut pas rester comme ça aussi. Mais il ne faut pas qu'on nous dise de travailler et ensuite de vouloir voilà, nous limiter, travailler pas ou non. C'est oui ou non, quoi. Oui, à mon avis. Ouais. En attendant d'y voir plus clair du côté des autorités, Véronique a déjà réaménagé la disposition de ses tables et acheté du gel hydroalcoolique pour faire respecter aux clients les mesures barrières. Incursion maintenant dans le nanomonde, le monde des insectes, ces petits êtres que nous considérons comme des parasites. Mais savez-vous que certains d'entre eux peuvent être très utiles? Mais pourquoi pensez-vous à la coccinelle? Kessendour nous en parle. Un ventre plat et de longues ailes fines dissimulées sous un manteau généralement rouge au motif noir. La coccinelle fait partie des insectes les plus élégants du règne animal. Mieux encore, elle est l'un de nos meilleurs alliés dans ce que l'on appelle la lutte biologique. Autrement dit, ce taxon monophylétique aide les jardiniers et agriculteurs du monde entier à se débarrasser de certains insectes nuisibles. Car bien que minuscule, la coccinelle est une grosse mangeuse. Chaque jour, elle peut ingurgiter plusieurs milliers de pucerons, cochenilles et autres dévoreurs de champs. Et pourtant, à première vue, personne ne se méfie d'une créature si harmonieuse. Seuls les prédateurs savent déchiffrer le code de leurs élytres. De jaune à écarlate, la couleur est un parfait indicateur du degré d'amertume ou de toxicité de l'insecte. Une sorte de panneau de signalisation à l'attention des prédateurs qui fonctionne plutôt bien puisque seules quelques fourmis osent s'aventurer à les chasser. Et pour ce qui est du nombre de tâches, là non plus rien n'est laissé au hasard. Chaque espèce dispose de son propre nombre de points. À titre d'exemple, la coccinelle du melon d'Afrique que l'on retrouve au Sénégal en possède 12, alors que d'autres spécimens européens ou asiatiques peuvent disposer de 2, 5, 14 ou même 22 points. Et sous ces élytres si originales, des ailes fines, 2 fois plus grandes, pliées dans la largeur, froissées dans la longueur, et surtout capables de se déployer en quelques secondes pour permettre à notre coccinelle d'échapper à ses agresseurs. Aussi, grâce à ce stratagème, elle peut espérer vivre 2 à 3 ans en continuant de manger à sa guise et surtout de pondre des œufs. Pendant sa vie, la coccinelle en produira en moyenne 1000, entre 50 à 400 par période de ponte qu'elle dépose sur une feuille infestée de pucerons. 3 à 7 jours plus tard, les larves sortent. Fuselées et de couleur bleu-grise, elles ne feront que manger pendant 3 semaines. Une surconsommation qui leur permettra d'atteindre le stade nymphal avant de finalement devenir adultes. Et voilà, une nouvelle génération est née. Kessendour, c'est ton heure. Bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle génération de bêtes à bon Dieu, c'est comme ça qu'on appelle ces insectes, n'est-ce pas? Effectivement, et cette appellation a une origine très très ancienne qui date, à vrai dire, du Moyen-Âge. À cette époque, la peine de mort était encore pratiquée et un homme avait été condamné, maintenant on le sait, à tort,
à la peine de mort et au moment d'être décapité, lorsqu'on lui a demandé de poser sa tête sur le billot, une coccinelle est venue se poser sur son cou et le bourreau a eu beau tenter de la chasser, elle revenait sans cesse. Du coup, le roi y a vu une preuve de sa non-culpabilité et a décidé de gracier le prisonnier. Le criminel original aurait été retrouvé quelques jours après. Et donc, du coup, on dit que c'est un animal qui porte bonheur et on l'appelle la bête à bon Dieu. Ça vient de là. Très bien, il faut l'élever alors cet animal. Exactement. On en trouve au Sénégal, vous nous dites, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus ? Alors, on n'en voit pas plus et surtout, on n'en entend pas plus parler parce que, c'est dit dans le reportage, il y a plus de 600 espèces de coccinelles qui, pour la plupart, sont inoffensives et permettent effectivement de débarrasser nos champs des pucerons et autres divers parasites qui peuvent s'y trouver et manger les récoltes. Mais à côté de ça, il y a quand même quelques-unes de ces espèces qui sont nuisibles. Alors déjà, parce que certaines sont porteuses de microsporidies qui sont des parasites qui sont néfastes aux autres coccinelles. Donc en gros, les mauvaises ont tendance à manger les bonnes. De ce fait-là, on a tendance à très peu les utiliser. D'autre part, elles contiennent certaines substances qui sont néfastes à l'œnologie. Donc encore une fois, on a tendance à éviter d'utiliser certaines espèces comme celles qu'on trouve ici. Et enfin, elles mangent les feuilles d'aubergine, les feuilles de bissap. Et dans ces cas-là, ça devient totalement contre-productif parce que pourquoi utiliser des coccinelles pour chasser les pucerons si elles-mêmes viennent causer d'autres dégâts? Et effectivement, l'espèce qu'on retrouve ici dans nos contrées n'est pas si inoffensive que ça. Que les agriculteurs ne les utilisent plus dans leurs champs, on n'entend plus... Eh bien justement, parler, en tout cas, on entend peu parler de cela. Effectivement, en Europe, par exemple, il y a des espèces qui sont totalement inoffensives pour les cultures. En Afrique et en Asie, je vous le disais, certaines sont plus dures et ont tendance à causer d'autres types de dégâts sur les récoltes, raison pour laquelle on ne s'en sert plus tellement en Afrique dans la lutte biologique, mais ça a été le cas notamment en 1995 lorsque le Sénégal a été envahi de pucerons. À ce moment-là, on a étudié les coccinelles présentes sur notre territoire en laboratoire et on s'en est servi dans des champs. Malheureusement, cette pratique n'a pas duré, encore une fois, dû au caractère néfaste de certaines de leurs habitudes. Merci Kessendo. Rendez-vous dimanche prochain. C'est ça, comme chaque semaine avec un nouvel animal. Garde le suspense ou toujours. Vous avez déjà une idée? Non. Une petite idée en tête, mais je préfère la garder pour moi pour l'instant. C'est parfait, merci. C'était la dernière note de la Total dimanche. Retenez cette information développée dans le journal d'Adama Anouchkaba, le député Moustapha Cissé Lo qui annonce sa démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe donc à l'Assemblée nationale sénégalaise. Une plainte également du président du groupe parlementaire de la majorité, Aymérou Gningue, contre le même Moustapha Cissé Lo pour des accusations qu'il a eu à porter. Une information donc à suivre. Retenez également à minuit les dernières informations, Madame xibaar yu mujj yi ak Cheikh Sall li ko jiitu El Hadj Ngagne Diagne gam-gamle émission bu am solo boobu nga xam ne tey liñ ko jagleel mooy suuf si nga xam ne coow li ci réew mi donc El Hadj Ngagne Diagne dina waxtaane surtout littoral bi. Demain ou suba, vous êtes de la partie d'ailleurs. Demain 6h30. Cocorico, toc-toc. On va venir toquer à la porte de chacun des Sénégalais pour leur demander gentiment de se lever avec la bonne humeur. Tout le monde se réveille à 6h30 demain. On est là demain à 6h30. Inch'Allah Rabbi. Pour nous, le réveil sera beaucoup plus tôt. Merci Kessen. C'est la fin de la Total dimanche. Le bloc d'infos, la Total du lundi au vendredi avec Khalifa Diakhaté. Ce sera demain à partir de 18h30 cette fois-ci. Merci à toute l'équipe. Mass Mboup, la réalisation, la rédaction avec la coordination d'Omar Kane. Bonsoir, excellente semaine.